Bonjour, bonjour chers amis congolais, Jim Djunga, je reviens vers vous, mais pas sur un sujet très politique, mais un sujet économique. Jim Djunga, je suis économiste, historien, expert en développement durable. J'aime m'occuper un peu de l'économie industrielle, mais la macroéconomie, c'est mon dada, c'est mon truc, comme on dit. Mais plus encore, en économie, je reconnais un seul maître et un mentor. Le maître absolu, c'est John Maynard Keynes, celui qui a bouleversé l'économie au XXe siècle, pendant et après la guerre. John Maynard Keynes, c'est l'homme qui a écrit la théorie générale de l'intérêt de l'économie. John Maynard Keynes, c'est la personne qui a le mieux théorisé l'économie, la relance d'une économie, le développement d'un pays, hein, par la mise en place de certaines procédures en économie. Le développement et la relance. Lorsque un pays connaît par exemple une crise économique, connaît une difficulté économique majeure, ça permet de relancer. Et aujourd'hui, je veux parler de ces thèmes-là, c'est-à-dire la relance économique, les stratégies économiques pour euh, maintenir ou relancer les activités économiques dans une économie qui a connu une crise. Avant la crise de 1929, les économistes, les États ne savaient pas comment intervenir en économie. D'autant plus que le laisser-aller ou un peu l'économie, je dirais pas ultra-libérale, mais une économie un peu classique, où les interventions de l'État n'étaient que très marginales, euh, connaissait deux fois des problèmes, mais lorsqu'en plus arrive l'internationalisation, qui était plus compliqué à gérer. En fait, le problème ne se situe pas au niveau microéconomique ou au niveau d'une économie un peu, je dirais, générale, mais le problème se trouve au niveau macroéconomique. C'est la prise en compte de l'économie dans sa globalité et dans sa diversité différenciée. C'est ça la macroéconomie. Ce n'est pas un ajout de points économiques ou un ajout d'acteurs économiques, mais c'est vraiment la prise en compte d'une dynamique générale de ce microcosme qu'on appelle l'économie, selon qu'on a des acteurs majeurs de grande taille ou majeurs de petite taille, ou des acteurs qui ont une influence sur une aire géographique importante, ou des acteurs très influents sur une petite aire géographique, etc. John Maynard Keynes, en écrivant la théorie générale, a permis qu'on puisse prendre en compte cette économie-là de cette manière-là. Et ça a été un succès tout de suite. Et la chose que nous pouvons regretter, nous les Keynésiens, est que lorsqu'on a choisi le plan Marshall, les États-Unis étaient déjà devenus une très très grosse puissance économique et a écrasé les meilleures thèses qui étaient développées par John Maynard au profit de White, l'Américain, qui a finalement créé le plan Marshall. Le plan fait par les Anglais et les Britanniques, soutenu par les Européens, en gros, où la figure de proue était John Maynard Keynes, suite au succès du travail qu'il a fait, a été, je dirais, n'a pas été choisi. Et le comble est ce que les théories économiques pour mener des politiques économiques de reconstruction ont été utilisées à partir de 1945 étaient bien les théories keynésiennes, c'était bien la macroéconomie keynésienne. Donc moi, je vais parler un peu de ça aujourd'hui, mais pas, je vais pas vous faire un cours, je vais vous faire un partage qui va nous permettre de comprendre un peu certaines choses qui se passent et surtout d'avoir des éléments, des discussions, de compréhension des décisions qui sont prises aujourd'hui. De tout temps, moi, j'ai toujours été pour une économie keynésienne, sachant que dans un pays comme le Congo, en tout cas en Afrique en général, on est dans des économies à créer, à développer.
Et donc les politiques keynésiennes sont celles qui sont d'augure à donner le maximum de faits de levier pour justement obtenir un véritable développement économique et une structuration économique du pays. La preuve en est que ce qu'on appelle ou on a appelé les dragons et les tigres en Asie sont des pays qui se sont développés dans le cadre de ce système keynésien et qui aujourd'hui sont des puissances économiques énormes et qui sont devenues ultralibérales. Mais force est de constater qu'à l'aune de chaque crise, tout le monde recourait très vite revoir Tonton Keynes pour essayer de voir quelles sont les solutions possibles. C'est ce que je vois aujourd'hui dans toutes les décisions qui sont prises en Europe, en Amérique, en Asie, pour garder un tantinet soit-il un peu d'économie nationale qui reste, un peu de structure économique nationale qui reste, et surtout, dans cette crise terrible, qui est une crise qui n'est pas due à la politique, qui n'est pas due à une guerre, mais une crise qui est due à un virus, le coronavirus qui s'appelle Covid-19, a ratatiné les économies. Et donc, la réaction, heureusement que s'était passé avant, la réaction des nations, des pays aujourd'hui ont été des réactions keynésiennes. On n'est pas allé loin. Pour se justifier, on s'est assis sur les théories, on s'est appuyé sur les théories keynésiennes pour s'inspirer et aller de l'avant, dire qu'on va faire ceci, cela. La régulation, l'intervention de l'État au niveau macroéconomique pour permettre que la demande effective soit toujours présente et que la production continue. C'est un peu, ce sont ces éléments-là que je vais un peu vous apporter. Et on voit aussi en filigrane que d'autres sociétés, je pense à Boeing, qui était dans des problèmes inextricables, vont peut-être un peu profiter de cette situation pour s'en sortir. Parce que là, ça devient très compliqué pour elles. Et dans le cadre d'une économie libérale, la solution pour Boeing était la fin de Boeing. Mais là, ils vont peut-être pouvoir se relancer, avoir un peu de répit suite à cette baisse de voyages, du nombre de voyages, de pratiquement 90% de voyages dans le monde. Ça pose un problème. Donc voilà, donc je vais traiter ça dans les 20 minutes maximum pour qu'on ait une idée. Alors, c'est quoi la théorie générale? Donc John Maynard Keynes pour moi, c'est le plus grand économiste qui ait existé. Donc, je vous disais que le maître absolu que je reconnais humblement, c'est John Maynard Keynes. Donc, je suis un keynésien. Et le mentor que je reconnais, qui est, en tout cas aujourd'hui pour moi, l'économiste le plus efficace, le plus fort, le moins doctrinaire et le plus ouvert, c'est Dominique Strauss-Kahn. N'en déplaise à certains sur son histoire récente, mais c'est le plus grand économiste qu'il y a aujourd'hui. Ce mec-là, s'il avait pu fonctionner en France, peut-être qu'on aurait eu des solutions innovantes d'une manière incroyable. C'est vraiment la personne compétente, qualifiée, imaginative, quelqu'un qui sait s'adapter à des situations qui peuvent survenir à partir de rien et s'adapter pour trouver une solution qui sort de quelque part et qui apporte. Voilà. C'est vraiment la suite de John Maynard Keynes, il y a Dominique Strauss-Kahn. C'est deux que je reconnais. Voilà, donc là, je vais vous parler de ce qu'on appelle en économie. Je ne veux pas m'attarder à faire des comparaisons avec les autres économistes. Je vous ferai seulement un petit lien pour vous voir que l'économie actuelle dans laquelle nous vivons, c'est une économie libérale. Économie libérale, c'est-à-dire où les interventions de l'État, par exemple, sont marginales, très, très marginales. On laisse le marché décider de tout. Mais lorsque le marché décide de tout, il faut qu'il y ait une multitude de participants, d'acteurs, et que tous les acteurs aient la même décision à la même vitesse en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait des décalages. Et que l'accès au crédit, par exemple, aux besoins d'investissement soit pareil pour tout le monde.
l'accès aux aides qui sont des aides d'État ou autres soit pareil pour tout le monde. Et ce que nous constatons dans le cas de cette économie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc il y a des choses à améliorer. Mais moi, je veux aujourd'hui parler de ce retour vers le keynésianisme à fond la caisse, même aux États-Unis, qui montre bien que les bases de la macroéconomie posées par John Maynard Keynes sont des bases solides et séculaires, immuables, ils restent là. Et donc là, nous sommes dans un cadre économique où il faut sauver les entreprises qui ne tombent pas. Là, c'est la production, il faut qu'elle continue. Il faut permettre aux salariés d'avoir leur salaire, de ne pas perdre de revenus, de quelque manière que ce soit. Voilà. De quelque manière que ce soit, comme l'a bien dit le président Macron, et comme l'a insisté son ministre de l'économie, le maire, ce sont les deux piliers. Et puis ils ont mis 300 milliards d'euros, le terme exact, je le cherche là, il m'échappe, de garantie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'une petite entreprise qui va les demander un prêt soit pénalisée, parce que c'est le cas aujourd'hui. Quand je vois en 2008 le nombre de faillites qu'il y avait, parce qu'il y a des entreprises auxquelles on avait juste sucré un défi, comment on dit ça, une ligne de crédit mensuelle de 15 000 euros, et qu'on passait du jour au lendemain à 6 000 euros, ben, l'entreprise ferait fermer, quoi. Et donc, la mesure de dire 300 milliards de garantie, c'est pour bien dire qu'aucune entreprise, parce qu'on sait que, bon an, mal an, c'est 180 milliards hein, qu'on assure, 180 milliards, mais là, c'est pour dire que l'État est décidé à tout faire pour que ça ne rate pas. Et encourage les banques, parce qu'il y a cette garantie-là. Donc, c'est une garantie, je répète, les 300 milliards dont a parlé le président Macron, c'est une garantie qui permet aux entreprises de quelque taille que ce soit d'accéder aux besoins d'investissement qu'ils auraient. Ça peut être un besoin d'investissement ou besoin de lignes de crédit qui permettent à l'entreprise de se pérenniser, de payer les salaires, etc., ou de payer certaines activités, etc., de payer ses inputs, etc. Mais tout ça dans un cadre où nous sommes dans une économie qui est frappée par le virus, le coronavirus, Covid-19. Donc, ce sont des décisions qui participent à ce que la demande effective reste présente, même si l'activité réelle économique est tellement réduite, tellement réduite. Regardez le corollaire, je faisais un article, en tout cas une publication il y a 24 heures, sur les effets du coronavirus sur la protection de l'environnement terrestre. C'est très marrant. La Chine, qui est le premier pollueur du monde, mais pas par tête d'habitant, ça reste toujours les États-Unis. Mais en termes de quantité absolue, la Chine est autour de 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Et ben, entre janvier et mars, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la Chine a diminué de 7,5 à peu près à 9,5%, pratiquement 10%. C'est énormissime. Donc si vous prenez sur un trimestre, donc la Chine doit émettre grosso modo 10 divisé par 4, 2,5 milliards de tonnes. Et là, si on prend 10%, ça fait 250 millions de tonnes économisées, enfin économisées, c'est-à-dire non émises. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et on constate, comme la Chine est l'usine du monde, on constate pratiquement le même effet dans les autres pays. Donc, l'année 2020 va être une année où on va constater que les émissions de gaz à effet de serre des nations, des pays, a baissé. Mais pas parce que les pays ont fait un effort. Parce que le coronavirus, Covid-19, a obligé les États à se confiner, c'est-à-dire à faire fonctionner leurs industries au ralenti au maximum.
ce qui fait que les consommations des énergies fossiles ont baissé. On peut lire le corollaire de ce que je vous explique sur la baisse du prix du pétrole brut, le Brent et l'autre. On a bien vu que le pétrole bute aujourd'hui autour de entre 32 et 35 dollars le baril, alors qu'on voguait autour de 60 dollars il y a quelques mois. Vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on peut lire comme ça, et on voit qu'il y a vraiment de vraies différenciations qui se font. Et donc, je reviens toujours à ce que je voulais vous montrer un petit peu. C'est quoi la demande effective selon Keynes? La demande effective comme l'a défini John Maynard Keynes, c'est le pilier de cette bagarre économique où nous voulons avoir un niveau d'emploi le plus élevé. Et à la différence de ceux qui disent qu'il faut seulement produire et représenter dans le marché, la demande crée l'offre, crée sa demande. John Maynard Keynes dit, partons de la demande effective. La demande effective. Cette demande globale avec un gros effet de levier. Il est constitué de quoi? Voilà. C'est là où la macroéconomie keynésienne est très, très puissante. C'est que Keynes dit qu'il y a les revenus des ménages multipliés par la proportion consommée des ménages. Ça nous donne un niveau de la demande de la consommation. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a les revenus des ménages et la décision des ménages de consommer qui nous donne un niveau de la consommation. Cette demande de la consommation. Il ajoute, pour qu'on ait cette demande effective, il y a la demande de la monnaie de tous les acteurs. L'offre de la monnaie qui se fait, l'offre de monnaie qui se fait de tous les acteurs, c'est-à-dire entre la demande de cette offre de monnaie, il va s'établir un certain niveau de taux d'intérêt. Aujourd'hui, le niveau de taux d'intérêt dans les pays industrialisés est autour des zéros. Autour des zéros. Comme disait un économiste de BFM Eco, qui disait que finalement, on nous paye pour emprunter. Par exemple, la France ou l'Allemagne sont arrivés à des niveaux de taux qui sont négatifs. Négatifs. Moins 0,1. C'est le taux d'intérêt appliqué sur des prêts que font la France ou l'Allemagne au niveau de la Banque centrale pour financer leur économie. Donc voilà, on en est là. Donc, John Maynard Keynes dit la demande et l'offre de monnaie détermine un certain niveau de taux d'intérêt. Ce qui veut dire que ce niveau de taux d'intérêt expliquera la capacité, la situation exacte de l'investissement. On a la situation des investissements qui nous donne un rendement escompté des investissements et entre le taux d'intérêt qui est défini. Donc, ces deux mamelles-là, c'est-à-dire la capacité des entreprises à aller investir et le niveau de cette demande de monnaie et de l'offre qui établit un taux d'intérêt, nous donne le niveau de la demande d'investissement. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt sont trop élevés, peut-être que les entreprises ne vont pas investir dans tous les domaines dans lesquels ils veulent faire pour créer de l'emploi aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire le niveau de l'offre et de la demande de monnaie définit un certain taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt conditionne la demande d'investissement des entreprises. Ce qui nous donne le niveau de demande d'investissement réel des entreprises, c'est-à-dire à quel niveau de taux d'intérêt on a la plus forte capacité des entreprises à investir. Pas capacité, mais la plus forte demande des entreprises à investir. Je donne un exemple simple. Une entreprise qui voulait investir dans la création d'une plateforme de développement informatique et parce qu'il y a une demande en face de ses clients. Et si cette entreprise-là a besoin de 100 000 $, il calcule, il dit, bon, si j'ai 100 000 € à un taux d'intérêt de 1,2%, ça me permettrait de créer cet établissement et être rentable. Mais si j'ai cette même demande à 1,8%, je ne peux pas. Donc, c'est ces décisions, ce sont ces décisions-là de demande et d'offre qui se rencontrent dans le marché qui définissent un certain taux d'intérêt et
la situation des investissements dans le pays, tout ça va donner un certain rendement escompté par chaque acteur des investissements. Et donc, le niveau du taux d'intérêt, le niveau de rendement attendu par les acteurs au niveau des investissements nous donne un niveau de la demande d'investissement. Donc, John Maynard Keynes dit que la demande effective est justement née du niveau de la demande, de la consommation dans des ménages qui se disent que moi, si j'ai tel revenu, je veux consommer 80% de mon revenu, en moyenne, par exemple, alors qu'avant, c'était 70%, par exemple. Et John Maynard Keynes dit, pour qu'on atteigne ces niveaux-là, pour que les ménages puissent atteindre ces niveaux-là, lorsqu'on parle de ménage, c'est tous les acteurs qui consomment dans l'économie. Ce sont les ménages, les entreprises, etc., les établissements publics, etc. Ce sont tout ça qui consomment et qui déterminent par leur proportion à consommer. Et là est la force de ce raisonnement, parce que Keynes va introduire quelque chose qui va changer tout. C'est la demande, c'est les investissements de l'État. Par exemple, il dit que les États doivent investir dans la construction de toutes les infrastructures qui vont servir finalement au pays, à l'économie du pays. Par exemple, lorsqu'il faut aller, je prends l'exemple d'un pays que je connais très bien, la République démocratique du Congo. Je ne donne pas de conseil à quelqu'un, hein, mais la République démocratique du Congo, lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo est un pays agricole à pratiquement 80-85%, et que les producteurs, les fermiers congolais, qui produisent énormément, des quantités de produits agricoles, sont coincés par un seul fait, il n'y a pas d'infrastructure routière. Je m'arrête là. Donc, Keynes dit, dans ce cadre-là, l'État, au lieu d'attendre les investissements privés, l'État doit intervenir pour justement construire les infrastructures. Ça veut dire, non seulement l'État va mettre les moyens, par exemple, 1 milliard. En mettant 1 milliard, on sait que pour construire, par exemple, je ne sais pas moi, 5000 km de route, on aura besoin de 3000 entreprises. 3000 entreprises qui existent ou qui n'existent pas, ou qui existent, ils existent, mais comme il y a du boulot à faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacune de 3000 entreprises va embaucher 10 personnes pour faire le nombre de kilomètres dont il a besoin, qu'on lui a attribué, par exemple. Et que dans les 3000 entreprises, si chacun prend 10 personnes, ça fait 3000 fois 10, ça fait 30 000 personnes qui sont embauchées. La demande effective, sa force, elle est là. C'est-à-dire le niveau de la demande de la consommation des ménages et le niveau de la demande d'investissement constituent cette demande effective. Cette demande effective nous donne ensuite le niveau de production attendu. Et John Maynard Keynes joue effectivement sur l'effet de levier qu'apporte cet investissement. Donc, il nous donne le niveau de la production et il nous donne ensuite le niveau de l'emploi. Donc, le cercle est fait. Et ça a été une révolution fantastique qui a changé le monde, qui a fait le développement d'au moins une quarantaine de pays dans le monde entre 1945 et 1980-85. Parce qu'après, ce sont les politiques ultra-libérales qui ont pris le relais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, moi, j'ai voulu quand même insister sur ça, la demande effective, qui reste la base. Hein. Je peux le dire en d'autres termes. Vraiment, ça, c'est la politique keynésienne. Donc, il y a la politique qui décide d'un pays de redistribution politique et fiscale. Hein. Politique de redistribution et la politique fiscale d'un État. De l'autre côté, on a la politique monétaire, la politique budgétaire qui décide un État. La politique de redistribution et fiscale nous donne le niveau de la consommation. La politique monétaire et budgétaire d'un État nous donne le niveau de l'investissement. Et ces deux-là nous constituent la demande effective.
Donc, je vais dire quand même quelque chose sur les politiques de redistribution. C'est là où on voit l'intervention forte de l'État. C'est-à-dire que l'État va jouer sur, par exemple, les revenus des transferts qui vont permettre de donner un surplus de pouvoir d'achat aux ménages. L'État va jouer sur ce qu'on voit aujourd'hui, les 300 milliards de garanties pour permettre aux entreprises de continuer à avoir le niveau d'assouvir leurs besoins sans subir la contrainte imposée par le coronavirus. Que l'économie fonctionne à peu près comme à la normale. Et certains économistes libéraux ont commencé à poser la question à l'État, mais pourquoi vous avez dit aux gens de ne pas aller travailler, il faut rester à la maison? C'est certains de ces économistes, je citerai même la journaliste Chevrillon, qui est sur BFM Echo, qui posait la question à Le Maire en lui disant pourquoi vous avez dit aux gens de ne pas aller travailler? Et cette dame-là oublie que si cette décision-là a été prise, c'est le conseil scientifique autour du président, du premier ministre du gouvernement aujourd'hui, qui a donné un conseil avisé. Selon ce qu'on voit, les Italiens, ce pas des fous. Lorsqu'on voit le conseil scientifique italien qui a conseillé, vu les dégâts que ça a commencé à faire au premier ministre italien, de mettre l'économie italienne à berne et de renvoyer tout le monde à la maison, confiné. C'est vrai qu'il y a des dégâts, mais on a ajouté qu'il ne faudrait pas que les gens qui sont confinés n'aient pas leur revenu, n'aient pas leur salaire. Donc on a mis toutes les conditions nécessaires pour que les gens qui ne peuvent pas aller travailler aient leur salaire. Les gens dont on a une nécessité vitale pour le fonctionnement de l'économie et je dirais l'action sur les conséquences du coronavirus Covid-19, on met tous les moyens pour que ces personnes puissent être disponibles en s'occupant par exemple de leurs enfants, en mettant en place des systèmes de repos, etc., etc. On va mettre des taxis à leur disposition s'il le faut, etc. Politique de redistribution. John Maynard Keynes. Donc, tout ça nous donne dans la politique de redistribution qui décide l'État, c'est-à-dire qui donne des moyens supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose de fantastique de le voir aujourd'hui, de voir que ce sont le président banquier Macron qui dit ça et son ministre qui est un ultralibéral que je connais. Ces deux jeunes que je connais, qui sont l'un qui est à droite, le ministre, et le président qui est, je dirais, au centre-gauche. Mais qui ont pris une décision très, très, très keynésienne parce qu'ils connaissent l'efficacité de ces décisions sur ce court terme, parce que je pense que ça va être en court terme. Mais je ne pense pas qu'on sache exactement aujourd'hui à quel moment, parce que là, nous sommes confinés jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 mars. Et on ne sait pas après le 30 mars qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le Covid va se développer et rester encore un certain temps? Parce que le temps économique n'est pas le temps du Covid, etc. Covid-19. Donc, moi, je voulais que chacun de nous comprenne c'est quoi la demande effective. La demande effective, ce sont toutes ces politiques de redistribution et la politique fiscale de l'État qui décide de tout l'intérêt, des taxes qu'il pourra imposer. Il va, par exemple, là, il y a une taxe qu'on nous impose qu'on ne paiera pas. En tout cas, ils ne vont pas nous demander ça immédiatement, etc. Ça, ce sont des décisions qui permettent aux entreprises de se pérenniser, d'être vraiment à l'aise. Les remboursements, par exemple, des dettes, d'où les 300 milliards de garanties. Et de l'autre côté, donc, il y a la politique monétaire et budgétaire de l'État qui contribue aussi en décidant de faire des investissements dans certains domaines et de jouer sur la politique monétaire, le taux d'intérêt de banques, etc., qui permet d'avoir le niveau d'investissement le plus élevé, en tout cas le plus fit, le meilleur, je dirais, et le niveau de consommation le plus fort pour obtenir un énorme effet de levier à un niveau de demande effective le plus pointu possible. Parce que de ce niveau de demande effective en découle le niveau de la production et le niveau de l'emploi. Plus on a un niveau de production très élevé et qu'il y a des nouvelles demandes, plus on peut avoir un niveau de l'emploi très, très élevé. Donc, de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en découle? Donc moi, ce que je vois, c'est que les décisions qui ont été prises par le gouvernement sont de bonnes décisions.
allant dans ces sens-là pour permettre aux entreprises de ne pas couler. Je constate que lorsque monsieur le ministre de l'économie français parle d'utiliser tous les moyens jusqu'à la nationalisation, c'est une façon de dire qu'il y aura des réponses à toutes les situations qui vont se poser. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on voit la détresse de Air France, c'est pas qu'Air France soit incompétente, parce que j'ai vu encore de pseudo-économistes qui nous racontent que la grève qui a coûté 340 millions, et d'autres choses, etc. Surtout, ils parlent de cette grève-là qui a coûté 340 millions. On fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est dans des difficultés inextricables. Mais non, il avait entre-temps cité un chiffre avant, c'est que Air France est obligé à cause du coronavirus, à cause du manque de déplacement des êtres humains dans le système économique et l'écosystème mondial, au niveau macroéconomique mondial, Air France est obligé d'annuler 90% des vols jusqu'à la fin du mois. Air France KLM, mais toutes les entreprises aéronautiques, enfin, tous les transporteurs aéronautiques sont dans le même cas. Essayer de nous faire une crise un caca nerveux en nous racontant comme si, bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas économiste. Hein? Bon, j'ai pas compris que un journal, bon, c'est un journaliste, donc il peut faire des choses un peu bizarres, mais un économiste, c'est nécessairement pas permis de dire ce qu'il a fait là. Parce qu'il a présenté la situation de Air France comme étant une situation catastrophique, etc. Et que l'État va intervenir. On ne sait pas, même si la nationalisation. Alors qu'il suffisait de comparer, par exemple, avec les majors américains, les 5 américains, ils sont dans la même situation. Ils sont dans la même situation. Et pour ceux qui ont le B737 comme étant le principal avion, ils sont encore dans une situation plus inextricable, etc. Mais je pense qu'il y a un petit répit parce que comment elles ne sont pas arrivées, tant mieux. Donc, tout reste à la charge de Boeing. Je répète, les Southwest, par exemple, qui est un utilisateur de B737 majeur, est dans une situation économique aujourd'hui où il a fait une commande importante de B737 MAX, qui ont un défaut de conception terrible, et qu'on ne lui a pas livré. Mais il attendait ça pour développer son affaire, et brusquement, il y a restriction dans les voyages au niveau mondial à cause du coronavirus. Les avions qu'il n'a pas eu deviennent intéressants pour lui parce qu'il ne les a pas. Il ne va pas avoir la charge de les arrêter, de les mettre dans des garages, de payer le temps qu'il ne voyage pas. Et cette dépense-là, comme Boeing n'a pas pu lui livrer des avions en bonne et due forme, est sur sa tête. Donc, lorsqu'on ne fait pas de comparaison avec ce qui est comparable, c'est-à-dire Air France avec Lufthansa qui est dans la même situation, l'Italia a été même nationalisé par l'État, bon, ça fait depuis un moment, et Cover Southern Airlines, toutes les compagnies majeures américaines, America, etc., qui sont dans des situations inextricables comme Air France, l'État américain est en train de mettre en place les moyens pour les sauver, comme on doit faire pour Air France, comme l'a dit le gouvernement. Tous ces États, que ce soit British Airways, tous ces États qui mettaient pour la plupart des politiques économiques ultralibérales, friedmaniennes, etc., se retrouvent aujourd'hui à aller chercher John Maynard Keynes pour essayer de trouver des solutions. Moi, je dis simplement une chose que lorsqu'on a en économie, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'anticipe pas aujourd'hui. Le coronavirus est en train de faire réfléchir les grands think tanks parce qu'on les attend pas là. Hein. Ils ont tellement théorisé le monde globalisé d'une telle manière que l'effet de levier qu'on devrait obtenir en termes de développement économique réellement dans les pays, on l'a pas parce que on l'a pas vraiment comme il faut. Il y a certains pays comme la Chine et les tigres et les dragons qui en ont vraiment bien profité. Mais pour les autres, ça devient compliqué parce que quand je prends un pays comme le Congo où toute son économie de développement est captée, prédatée par des multinationales qui n'ont qu'un seul intérêt, gagner le maximum d'argent au détriment de tout ce qui se passe au Congo, ils s'en foutent.
Là, on revient quand même un peu tout doucement en arrière. Je pense que c'est aussi une chance pour des pays comme le Congo, le Ghana, d'autres pays qui pourraient asseoir un développement local à l'intérieur du pays en comptant sur la demande effective nationale d'abord, puis la possibilité de s'ouvrir. Aujourd'hui, ces stratégies sont audibles. Audibles. Je pense que là, à partir du coronavirus, ces stratégies deviennent audibles et c'est une occasion pour nous de pouvoir mettre en place ces types de stratégies dans tous ces pays-là. Donc, je voulais dire que ce sont des décisions qui permettent à l'économie de survivre, de surnager dans cette période très compliquée. On ne sait pas quand ça va finir exactement. Nous voyons qu'en Chine, à Wuhan, les gens on a permis aux gens de sortir de leur maison. Et en tout cas, la maladie dans ce coin est pratiquement disparue. Il reste, il reste une guerre entre les Chinois et les Américains qui s'accusent les uns les autres en disant que ce sont les Américains qui ont apporté le coronavirus et qui l'ont lâché en Chine. Et les Américains disent c'est le virus chinois. Voilà, donc moi j'ai voulu parler un peu de ça parce que ça me fait un peu rigoler, mais j'ai toujours été pour que les politiques keynésiennes dans un pays soient toujours des politiques qu'on utilise et que lorsqu'on parle des relocalisations de certaines productions, ça me rappelle toujours que Keynes était dans ce sens-là, que la macroéconomie doit être la base du développement d'une économie. Alors quand je vois certaines personnes qui parlent de plus on aura des unités, le pays va se développer, c'est faux. Il faut qu'il y ait une action menée de manière globale, avec une vraie demande effective qui structure le pays de manière carrée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour obtenir après l'effet de levier. Que les politiques ultralibérales viennent s'insérer après cette stabilisation, pour moi, c'est une progression normale de la vie d'un pays, de la vie économique d'un pays. Mais qu'on nous dise qu'on ne peut plus que jurer sur ça, c'est faux. L'humain doit rester toujours au centre de l'économie. C'est la macroéconomie keynésienne qui permet cela. Et donc les politiques de redistribution doivent être vraiment à la base de l'économie parce que la demande effective d'un pays doit être à la base la demande effective interne. Parce que si elle mettait cette demande effective interne qui n'a pas trop de pollution venant de l'extérieur, ça serait impeccable. D'où la décision économique des productions, la décision économique de développement de l'emploi doit sortir à 80-90% du pays. S'il dépend trop de l'extérieur, ça peut poser des problèmes. Mais nous sommes dans un monde ouvert, on ne dit pas qu'on se ferme. Nous sommes dans un monde ouvert. L'internationalisation a bien existé. La globalisation doit exister à un certain niveau. Mais aujourd'hui, comme je le disais il y a 20 ans, tous les produits stratégiques doivent être fabriqués au pays. On peut acheter à l'extérieur, mais il faut qu'on s'assure qu'on est capable toujours de les fabriquer au pays. Toujours. Quand je vois l'Optronic qui a été vendu aux Américains, il y avait des très belles entreprises d'Optronic qui existaient du côté des Giens, du côté de Belleville, hein, au centre de la France, département 45. Ces entreprises ont été rachetées par des entreprises américaines. Les technologies ont été galvaudées. Quand je vois Lannion, on a fermé Lannion, le centre de recherche de France Télécom, ou avait le centre de recherche de Thomson, etc. C'est, voilà, il faut qu'on revienne un peu. Et donc pour les pays qui vont se développer, par exemple le Congo, il faut que ça nous serve de leçon. Finalement, le coronavirus a un intérêt, c'est qu'il remet les politiques keynésiennes au centre de l'économie pour sauver l'économie, pour avoir l'argument nécessaire pour sauver l'économie. Jim Junga Podiampolo Pene Junga Pene Longengo, économiste keynésien. Merci.